10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ils sont peut-être à l'aube de l'histoire et c'est pas un poisson d'avril. Oui, le Paris Saint-Germain mérite qu'on se pose cette question. Peuvent-ils gagner la Ligue des Champions? Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien, tellement content de vous retrouver, ça fait longtemps. Tellement content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Top 8. Les quarts de finale de Champions, maintenant c'est la semaine prochaine, ça arrive super vite. Et du coup, on avait il y a 12 jours lancé cette série de vidéos équipe par équipe, décortiquons le top 8 de cette Champions. On a fait Aston Villa, on a fait Dortmund, on a fait Arsenal et on a fait l'Inter il y a quelques jours. Il est l'heure de filer du côté de Paris, à Paris, qui a fait une campagne européenne absolument remarquable. Et il y a 2 mois déjà, on faisait cette vidéo, le PSG monte en puissance. Il y avait un petit truc qui se sentait après ce match contre Monaco notamment. Et depuis, ils ont continué de progresser. Ils ont battu Brest 10-0 en cumulé. Ils ont sorti Liverpool à Anfield. Et ils sont donc redevenus une équipe top 8 qui figure dans le top 8 de cette LDC. Alors, ils seront peut-être éliminés en Coupe de France ce soir contre l'ogre de Dunkerque. Et peut-être qu'on s'apercevra que oui, il n'y a qu'un seul Luis. C'est plutôt Luis Castro. Peut-être, mais en attendant, le Paris Saint-Germain est net leader du championnat de France. 21 points de plus que le Dauphin monégasque. Ils seront sans doute sacrés dans quelques jours, ce week-end contre Angers. C'est la seule équipe des 5 championnats majeurs qui est encore invaincue. Ils peuvent faire une saison invincible. Il ne reste plus que 7 matchs. Maintenant, c'est devenu une vraie possibilité. Et depuis Salzbourg, depuis 7 victoires hyper importantes en Autriche, Paris a joué 25 matchs, 23 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et même cette défaite, vous vous en souvenez les gars, c'était un match que le Paris Saint-Germain devait normalement remporter, 27 tirs à 2 contre un Liverpool qui n'avait pas vu le jour, qui avait marqué ce but à la 87e minute. Mais normalement, Paris ne perd pas cette rencontre. C'est simple, Paris c'est la 2e meilleure attaque d'Europe, la première équipe d'Europe en nombre de points par match, forcément en France, mais la 2e attaque d'Europe avec pourtant 2 matchs de moins que le Barça. Ils sont qu'à 3 petits buts, 79 buts marqués en 27 rencontres de championnat, certes en Ligue 1, mais en Europe c'est pas mal non plus. Ils ont bien sûr, au-delà de la 2e attaque, la 7e défense aussi des 96 équipes des 5 championnats majeurs, et voilà, surtout dans le jeu, la cylindrée de Luis Enrique. Elle marche à plein régime, cette équipe est très forte, et elle est dans la conversation de la meilleure équipe du monde. Je la mettrai minimum top 3, je pense que c'est impossible de la considérer autre chose que top 3, cette équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui, et moi je mettrai top 2. C'est aussi ce que pensent les bookmakers, qui en font le favori à égalité avec le Barça pour remporter la Champions, cote à 4,25 pour la victoire finale. C'est là qu'on est le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'en 2024-2025, le PSG peut vivre la plus grande saison de son histoire? C'est ça l'enjeu. Alors comme d'habitude, passons en revue force, faiblesse. C'est genre la 3e fois qu'on fait ça cette année pour le PSG. Donc j'ai condensé ça en une partie que j'ai appelée les 5 ions. Et alors promis, on n'est pas en cours de physique. Déjà parce que j'ai pas envie de vous parler de protons, d'électrons, de neutrons, et parce que moi-même, mes connaissances ont jamais été très solides dans cette matière. J'ai pas les appuis extrêmement forts là-dessus. Donc, pas d'ions, promis, mais quand même de la pression, de la possession, les permutations, la création et la finition. C'est quelque chose qu'on a mis en lumière dans cette vidéo à l'époque, et c'est toujours aussi vrai si on commence par la pression, qui est vraiment la pierre fondamentale de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, le sang de beaucoup d'équipes modernes. Cette pression, elle était visible encore une fois contre Saint-Étienne ce week-end. Genre le but du 2-1, du 3-1, du 4-1 viennent de situations où Saint-Étienne a la balle quelques secondes plus tôt. Ici, Kfara qui sort, qui intercepte, va aller marquer le 2-1 au début de la seconde période. On voit sur la sortie stéphanoise, il y a 8 joueurs parisiens dans la moitié de terrain adverse. Un ballon gagné ici, ça finit dans les pieds de Désiré Doué qui conclut. Et pareil pour le 4-1, là, un triangle qui se referme autour du porteur. Récupération de Kfara, haute, ballon gagné haut. Et Barcola qui transmet pour João Neves qui arrive en trailer dans la surface. Très souvent, le PSG presse avec beaucoup d'intensité, que ce soit sur les relances adverses, sur les 6 mètres adverses. On voit un João Neves, toujours le poulpe, toujours un tentacule qui traîne super haut. Mendes qui vient chasser ici par exemple. Là, encore du travail
de pression, des ballons récupérés haut. C'était aussi le cas contre Liverpool au Parc des Princes. Là, ici encore, c'était le cas contre Liverpool à Anfield. Regardez, l'Eto'o qui se resserre, un ballon gagné haut et tout de suite, ce ballon de Kvara dans le dos pour Dembélé, c'était méga dangereux. Ça n'avait pas donné but au bout. Le contrôle était un peu trop long. Mais ouais, cette pression, non seulement elle permet à Paris de générer un gros volume d'occasions, elle est aussi en lien direct avec le second lion, la possession. Et Paris, ce PSG Luis Enrique, ok, c'est le deuxième volume de possession d'Europe. Sur les 96 équipes des 5 championnats majeurs, il n'y a que le Bayern qui en a 1,7% de plus que le PSG. Il y a 2 tiers du ballon. En moyenne, c'est aussi le cas en Champions. Un très gros volume de possession. Je crois qu'il n'y avait que City et le Bayern qui étaient au-dessus. La grosse possession du PSG, parce qu'il y a de la qualité technique à peu près dans toutes les zones, parce que les triangles de passe, le 3-2-5, tout ce qu'on a montré, on sait, les équipes Luis Enrique, elles ont cette qualité, et notamment à la sortie, où Paris est très difficile à presser. Je pense que c'est ça qui aussi gonfle le volume de possession. J'ai vu des situations comme ça en Anfield qu'on avait décrypté. Ok, João Neves, il est pris dans un carré entre des joueurs de Liverpool, mais Paris va jouer le côté, chercher le côté, trouver une petite sortie longue ligne, accélérer et réussir à créer une situation en plus à partir d'un moment où ils étaient vraiment très agressés. Dans les duels aussi, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, quand on parle des tentacules qui traînent, mais il y a aussi une intensité et une agressivité qui est mise, fait que Paris remporte plus que les 50-50, plus de 50% des 50-50, ils sont très bons dans les duels, et ça leur permet d'exister dans ces gros matchs. La qualité de jeu sur la largeur, c'est une équipe qui est très à l'aise et qui trouve toujours les petits espaces qu'il faut. On avait analysé cette séquence aussi au lendemain du match contre Liverpool. Le petit ballon par-dessus de William Pacho pour Nuno Mendes qui rend caduque toute la pression de Liverpool. Et ouais, pression, possession, permutation. On avait parlé de la fluidité et de la flexibilité du quatuor offensif. Tout le monde, toutes les positions peuvent changer à tout moment. Là, on a Dembélé en 10 dans ce 4-2-3 entre guillemets, Barcola en 9, Doué à droite, Kvara à gauche. Quelques secondes plus tard, quand il y a une orientation de jeu autre côté, Fabian Ruiz, on voit Kvara qui rentre intérieur et à la fin, on a 3-9 pour conclure. Et Désiré Doué même qui va récupérer le ballon autre côté. Dembélé souvent dans une position un petit peu de décrochage, il peut être 9, il peut être 10, il peut être sur le côté, il peut être sur les deux côtés. Et tous ces offensifs sont capables de changer de position. Kvara à droite comme à gauche, Dembélé ici plutôt dans l'axe. Ça permet des sorties de balles. Il y a un mouvement systématique à Paris qui fait que le schéma tactique sur le papier qu'on voit au début du match, il n'est pas très pertinent parce qu'en fonction de la configuration, Paris peut jouer 3-2-5, 3-1-6, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-4. C'est tout le monde est quasiment habilité à être dans toutes les zones du terrain. Pression, possession, permutation, création, ça, tout ce qu'on a montré avec la possession et les permutations et même la pression, ça permet un très gros volume d'occasions générées. La réalité, c'est que Paris, en Europe, en Ligue des Champions, a le deuxième plus gros volume de tirs de la compétition, 232. Il n'y a que le Bayern qui en a sorti plus, 242. Et derrière, on descend tout de suite. Il n'y a que 3 équipes qui sont au-dessus de la barre des 200. Barça, par exemple, est à 155, 232 tirs pour le Paris Saint-Germain qui termine régulièrement des matchs à 20, 25, 30 tirs. On a vu contre Liverpool au Parc des Princes 27 tirs. Beaucoup de tirs générés par les hommes de Luis Enrique. Et c'est parce qu'ils ont pour moi une variété énorme de situations offensives. Ils peuvent faire mal en transition, à la récupération, comme on voit ici, là aussi avec ce ballon gagné qu'on montrait tout à l'heure, Kvara qui lance tout de suite Dembélé dans le grand espace. Sur jeu un peu placé depuis des positions intermédiaires, Fabian Ruiz dans l'interligne, dans cet intervalle-là pour Barcola, ça faisait partie des séquences qu'on voyait de plus en plus. Contre Brest, on l'avait montré à plusieurs reprises. Ça peut être sur attaque placée. Donc que ce soit en attaque rapide, à la contre-pression, sur jeu positionnel, dans toutes les phases du jeu, le Paris Saint-Germain crée beaucoup. Et ils sont devenus meilleurs finisseurs. Pas tout à fait parfait encore. Le match allait par exemple au Parc des Princes contre Liverpool. Bon, c'était un bon exemple du travail qui reste à accomplir à la finition. Mais quand même, ils sont devenus de plus en plus tueurs. Et à l'image d'Ousmane Dembélé, qui a réussi à baisser un petit peu sa trajectoire de tir, à cadrer de plus en plus. Et on voit une équipe qui n'est pas tout à fait létale, mais qui s'en rapproche. Qui est devenue en tout cas au niveau Ligue des Champions dans cet exercice. Enfin, j'ajouterai une vraie mentalité. C'est quelque chose qui a souvent manqué
à ce Paris Saint-Germain depuis des années et des années. Cette fois, le PSG a enfin la force mentale. Oui, une équipe est née. Et c'est une force mentale qui permet de renverser des montagnes que le Paris Saint-Germain a dû renverser. Ils étaient vraiment dos au mur, on se souvient, au bout de cette phase de Ligue. Les victoires contre City, contre Stuttgart, il faut aller les chercher. Elles sont importantes. Après, Brest, c'était plus facile. Mais renverser Liverpool à Anfield, ça, c'est un gros morceau. Paris a montré de la force mentale, mais aussi un respect de l'adversaire, du jeu et à la fin de soi-même. Quand on joue de la première à la 90e minute sans s'endormir sur ses lauriers, sans tomber dans les travers de taquiner un petit peu l'adversaire, asseoir sa facilité technique avec des gestes provocants. Alors, le Paris Saint-Germain est véritablement une machine qui, de la première à la 90e, va chercher à empiler les buts. Et il y a quantité de matchs au Paris Saint-Germain qui sont terminés avec 5, 6, 7 buts marqués. Cette équipe relâche jamais l'étreinte. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une mentalité qui a permis le collectif, qui est vraiment qualité élite. La résilience, c'est aussi, donc, comme on a dit, le fait d'aller s'imposer à Anfield. C'est le sens partagé des responsabilités. Et même quand on est sur le banc, Donnarumma qui célèbre sur le pénalty marqué de Gonzalo Ramos, une équipe est née, oui. Il y a véritablement un esprit équipe. Et ça n'a pas toujours été le cas au Paris Saint-Germain. Je le vois dans ce genre de réaction, je le vois dans les célébrations, les interviews. Ousmane Dembélé qui montre une top mentalité. Luis Enrique, bien sûr aussi, c'est très visible à chaque fois qu'il s'exprime. Même des petits gars comme Désiré Doué, un rookie quasiment, à ce niveau en tout cas, qui montre qu'il est bien éduqué, s'exprime bien, fait les efforts. Voilà, je trouve qu'à chaque fois qu'il parle, c'est très intelligent et on sent un gars bien connecté à l'importance du moment. Il y a une mentalité qui a jamais été aussi bonne, je pense. Luis Castro a dit l'autre jour, l'entraîneur de Dunkerque, qu'on joue le meilleur PSG des 20 dernières années. Mais je dirais c'est encore plus sur la mentalité que c'est visible. Malgré ça, on a pourtant des individualités qui sont au zénith. Ouais, il y a un collectif, mais il est porté par des individus qui sont à un top niveau. Ousmane Dembélé, bien sûr. La dernière fois avec Stan, on faisait le power ranking du Ballon d'Or. On a tous les demi-podium, bien sûr, à l'heure actuelle. C'est un joueur podium Ballon d'Or qui a 30 buts, toutes compétitions confondues, 21 en Ligue 1, 7 en Champions, 7 buts en Champions. Pour Ousmane Dembélé, il éclate toutes ses statistiques. 2 buts. Dans cette vidéo avec Stan, on faisait le top 10. J'ai fait une fusion entre João Neves et Vitinha pour parler de João Vitinha que je mettrai dans mon top 10. Les deux, ils sont aussi à de top niveaux, encore plus peut-être João Neves, mais cette paire de Portugais mini au milieu du Paris Saint-Germain, top niveau. Achraf Hakimi qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. Je dirais peut-être la même chose pour Marquinhos qui a un très bon niveau, qui forme avec Willian Pacho une super charnière centrale. Nuno Mendes, il y a eu des hauts et des bas. Et pourtant, l'autre jour, il a muselé le Mo Salah, il est top. Désiré Doué, la progression qu'on voit, elle est absolument folle contre Saint-Etienne, bien sûr. Il a continué de montrer ses qualités. Contre Liverpool, son double contact avec choqué l'Europe, que ce soit sur les commentateurs anglais que j'écoutais, sur le résumé néerlandais aussi. Choquant ce geste. Et il a une capacité à déclencher avec tellement de vitesse, la force de ses appuis, l'ouverture d'espace, les dribbles, la passe. C'est vraiment un top Désiré Doué et c'est que le début, donc choquant. Kfara s'est bien intégré, je trouve. Et Bradley Barcola, même Bradley Barcola, qui est peut-être l'offensif qu'on mettrait un petit peu moins dans la lumière, c'est quand même 13+10 en Ligue 1, 3+3 en Champions. Ouais, c'est bien. Et enfin, même Fabien Ruiz, ouais, je l'avais bien intégré aussi. Même Fabien Ruiz, tellement décrié sur les dernières saisons, même lui, au milieu de terrain, est loin de faire tâche. Vraiment très intéressant aussi. Donc des individualités qui sont à un top niveau et qui continuent de porter ce collectif. Ça fait aussi partie des forces de ce PSG. Deux dernières choses, je dirais un capital physique intact. Ça, c'est à la fois une explication de toutes les forces qu'on a données pour l'instant, mais c'est aussi une force à part entière. Le fait que le Paris Saint-Germain ait aussi peu de blessés, il y a eu quelques blessures ici et là, mais dans l'ensemble, Paris a pu arriver sur ces gros matchs avec quasiment à chaque fois les forces au complet. Ça, c'est un très gros changement par rapport aux années précédentes, où il y avait bien sûr Neymar régulièrement absent, mais même Mbappé, c'était contre le Bayern, je crois, et rate le match aller, où il rentre à la toute fin. Il y a eu des moments où le PSG n'a pas pu compter sur ses meilleurs joueurs, et quand c'est une stratégie qui est basée quasi exclusivement sur le fait d'avoir 2 ou 3 stars, méga stars, et qu'à chaque fois, au moins une des 2 ou 3 manque à l'appel. Cette fois, c'est pas le cas pour Paris, qui peut systématiquement aligner son meilleur 11, quasiment à chaque fois. Le staff médical fait sans doute un très bon boulot. Il y a aussi l'âge moyen de l'effectif,
C'est le 3e effectif le plus jeune des 5 championnats majeurs, 3e sur 96, 24,4 ans de moyenne d'âge en championnat. Et en Ligue des Champions, 4e sur 36. Les 3 autres clubs qui étaient plus jeunes sont hors des 5 championnats majeurs. Du coup, logiquement, Salzbourg, Sturm Graz, Sporting. On peut dire le PSG est l'équipe la plus jeune d'Europe parmi les prétendants à Champions. C'est l'équipe la plus jeune de ce top 8. C'était l'équipe la plus jeune des 8e de finale aussi. Donc ouais, top Paris Saint-Germain, jeune qui résiste aux blessures. Il y a un facteur chance aussi, bien sûr. Mais c'est aussi lié à la vraie profondeur qui existe dans cet effectif. Et ça, Luis Enrique, il en a parlé à plusieurs reprises. Lorsque l'équipe ne dépend pas seulement de 11 ou 12 joueurs, mais de 16-17, cela me rend plus confiant en tant qu'entraîneur. C'est vrai qu'il y a actuellement 17 joueurs dans l'effectif du PSG qui ont, toutes compétitions confondues, joué 1000 minutes ou plus. Et c'est même 13 à 2000 minutes ou plus. Ça limite l'exposition et l'érosion de tes ressources quand tu peux faire tourner comme ça. Donc ça explique peut-être aussi le fait qu'il y ait eu moins de blessures. Il y a un article qui est sorti tout à l'heure sur Eurosport qui analysait le nombre de joueurs qui ont fait plus de 3000 minutes dans les gros clubs. Et à Paris, il n'y en a que 2, Hakimi et Pacho. Alors je crois qu'il disait le Real Madrid, peut-être 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc limiter l'exposition et l'érosion de tes ressources, ça limite les blessures. Perso, ce qui m'intéresse plus encore que ça, c'est la variété des armes que le PSG a à disposition. Il y a quand même quelques postes où c'est léger, genre si Hakimi se blesse, forcément du bricolage derrière. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelles options est-ce que tu as en sortie de banc et quand l'heure de jeu arrive ou quand les prolongations arrivent, ce qui détermine peut-être si tu gagnes ta première Ligue des Champions, oui ou non, à quel point est-ce que ton niveau augmente ou baisse relativement à ton adversaire? Qui réussit à faire les meilleurs changements? Qui réussit à avoir 14, 15, 16 joueurs performants dans le match? Et pour moi, ce PSG qui peut aligner un des meilleurs milieux de terrain de la planète en ce moment, en tout cas sur ce qu'il veut faire, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz, et qui peut faire entrer Désiré Doué ou Aren Zaïre-Emery, c'est très bien. Un PSG qui avec Farah, Barcola, Dembélé, on a dit le secteur offensif, le nombre de buts en tout cas, c'est la 2e meilleure attaque des 5 championnats majeurs. C'est un très très beau trio offensif, surtout avec leur niveau actuel. Tu peux aussi faire entrer Gonzalo Ramos, il y a Désiré Doué qui peut jouer aussi sur les postes offensifs. C'est pas mal. Surtout ces 3-là, le reste un peu moins. Mais moi j'aime bien regarder les changements que tu peux faire au milieu, devant, quand tu cherches à renverser un match. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Le PSG a des ressources intéressantes sur la profondeur. Et enfin, un dernier point que j'ai ajouté, dont je n'ai pas parlé pour l'instant, la voix du COP, les supporters. Peut-être on a parlé mentalité, individualité, résistance aux blessures, profondeur, on peut ajouter les supporters. Parce que ce soit à Anfield ou dans tous les matchs européens, on n'entend quasiment que. Donc peut-être que ça peut aider aussi sur de gros déplacements. Paris a vraiment un groupe de supporters très très engagés. Et quand par exemple à Anfield tu tires les pénaux, la séance de tir au but devant eux, peut-être que ça aide. Bien sûr dur à quantifier, mais je le mettrai quand même plus dans les atouts, les avantages, que les inconvénients, les lacunes. En parlant des lacunes, il y en a une principalement. Toujours les coups de pied arrêtés. Ça a vraiment pas été résolu. Voilà, ça c'était l'image que j'avais avec le COP sur les tirs au but. Mais ouais, toujours les coups de pied arrêtés, malheureusement pas trop résolus. À Anfield, encore, c'est les moments où Paris a le plus souffert, à part le début de match, avec quelques occasions concédées. Mais sinon, sur ces corners de McAllister, par exemple, là, il avait fallu Kfara au premier poteau pour sortir la tentative de Salah. Dur à contenir. Après, Van Dijk, Kwanza, Darwin, Konaté, il y avait du monde sur les avant-postes. Mais coup franc excentré, corner, c'était un petit peu toujours la même histoire. Kwanza, seul au second poteau ici, sa tête avait heurté le montant. Et est-ce que Paris peut aller en finale de Champions et en prolongation perdre sur un corner? Ouais, c'est un scénario que je peux envisager. Et j'ai pas vu beaucoup de progression là-dessus pour être honnête. Peut-être légèrement par rapport au début de saison, mais ça reste quand même un vrai talon d'Achille de cette équipe. Et c'est une partie hyper importante des matchs. Donc peut-être que une grande rencontre de l'avenir européen du PSG peut tourner là-dessus. Et ce serait dommage. Ouais. Enfin, peut-être l'expérience, entre guillemets, mais bon, je dis ça, simplement, dans les moments critiques, est-ce que le fait de ne l'avoir jamais fait, de n'avoir jamais gagné cette LDC, pour une équipe dont on a dit la jeunesse, la plus jeune à ce stade, la plus jeune du top 8, est-ce que ça peut peser, est-ce que ça peut compter? Mais en même temps, il faut bien une première pour tout, donc je sais pas, ça c'est vraiment plutôt point d'interrogation. Bon, vous l'avez ressenti à la fin, à mon avis, sur Paris, c'est qu'on est début avril là,
et la plus grande saison de l'histoire du club est bel et bien une possibilité, oui, parce que je pense que Paris, oui, peut gagner cette Ligue des Champions. Oui, Paris est actuellement dans le top 3 des meilleures équipes du continent et l'écart avec la première est pas si important que ça. Bien sûr, Paris aura du boulot face à Aston Villa. L'analyse d'Aston Villa des Villains est en ligne. On a commencé à sortir le rapport de scouting sur eux. Je vous ferai mon prono dans quelques jours pour ce match aller. Ils auront du boulot, mais oui, c'est sûr que Paris fait partie des favoris, fait partie des prétendants. Ils sont 8 et Paris a sa chance. J'espère que cette petite analyse d'un club qu'on a déjà beaucoup analysé vous aura plu, vous aura un petit peu mis en appétit. On va finir cette série, ça va être le programme de la semaine, et après on est dans le gros, on est dans le dur, on est dans le sprint final, quart de finale de Champions. Tellement hâte. Prenez soin de vous les amis, et on se dit à très vite pour l'épisode 6.